Alors bonjour mesdames, messieurs, on a de la grande visite en studio aujourd'hui, le député fédéral de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, élu pour la première fois sous la bannière du Bloc québécois en octobre dernier. Et on va discuter avec lui là, de ses premiers mois comme député, de ce qu'il occupera dans la prochaine année. Peut-être d'abord dire quelques mots au sujet de l'homme là, derrière le député, permettre à ceux qui vous connaissent un peu moins d'apprendre à vous connaître. Donc, j'ai cru voir que vous avez grandi à Sainte-Terre. En fait, oui, je suis natif de Sainte-Terre. On n'a pas été longtemps. On a déménagé, j'avais 7 ans. Dans la région de la Naudière? Non. À Sainte-Terre, on est déménagé à La Sarre, puis après ça, à Chapais. Mon père vit encore à Chapais, à côté de Chibougamau. Puis, à 17 ans, je suis descendu au cégep, puis je ne suis pas remonté. Vous êtes venu faire votre cégep à Joliette? Cégep à Québec. À Québec. Université à Montréal. Puis là, j'ai marié une fille de Montréal. Bon. Fait que là, quand on a commencé à avoir des enfants, tout ça, on voulait sortir de la ville. Fait que là, on a choisi la Naudière comme résidence. Et vous avez une formation en économie, je crois? Oui, formation en économie et en enseignement. J'ai une formation en administration par-dessus ça aussi, que j'ai faite ultérieurement. Mais à la base, c'est un bac avec un majeur en économie. Et vous avez enseigné pendant de nombreuses années dans la région de la Naudière? Pendant 25 ans, en fait. Moi, quand j'ai terminé l'université, j'ai eu un appel de Thérèse Martin à Joliette. OK. Je suis venu là en 1994 et je suis resté dans la région depuis. J'ai enseigné à Thérèse Martin, Barthélemy-Joliette et à l'Érablière à Saint-Félix-de-Valois. Et surtout l'histoire que vous avez enseignée? Surtout l'histoire. Économie, géographie et histoire, mais le plus grand nombre d'années, c'était en histoire. Et qu'est-ce que ces années-là d'enseignement vous ont apporté qui est maintenant utile là, dans votre rôle de politicien? Ah, mon Dieu, plein de choses. C'est sûr que les habiletés de communication, la vulgarisation, tout ça. De l'endurance aussi, tu sais, quand les gens ne veulent pas nécessairement collaborer, non, mais dans le sens de la tolérance, je voulais dire plus. Ouais. Enseigner au secondaire, quand même, souvent, quand je nomme ça à des gens, les gens font comme « Ah oui », mais il faut être fait. C'est un défi. C'est un bon défi. En fait, il faut être fait pour ça, je pense. Ouais. Et moi, j'étais vraiment heureux dans ce domaine-là. En secondaire 3 particulièrement. Ouais. Je trouve que c'est un âge où on a une belle influence, une influence assez marquante, parce que les jeunes commencent à vouloir regarder, ils commencent à choisir leurs sources d'information, leurs sources d'inspiration. Puis si toi, tu es assez brillant pour être cohérent, pour avoir de l'allure un peu, l'impact qu'on a sur les jeunes à cet âge-là, c'est assez extraordinaire. Ça peut être majeur quand même. Oui. Puis j'aime ça m'amuser aussi. Fait que c'est un âge aussi qui permet de le faire puis de se remettre au travail quand même assez rapidement. Là. Voilà. Puis l'enseignement permet aussi de faire d'autres choses à côté. Ça, c'est un beau côté aussi du métier. Fait que avec l'enseignement, j'ai fait un paquet de voyages, j'ai fait du théâtre, je me suis occupé des conseils étudiants. OK. Fait que ça, c'est bien agréable aussi. J'organisais secondaire en spectacle dans les dernières années, les 13 dernières années. Voilà. Puis, vous avez commencé à vous impliquer là, au Bloc québécois, ça fait quand même plusieurs années avant de vous lancer en politique active. Là. Oui. En fait, moi, au départ, j'étais un militant du Parti québécois au niveau du Québec. Okay. Et je donnais un coup de main au Bloc, en campagne électorale particulièrement, organiser des visites avec le candidat, des trucs comme ça. Et c'est sûr qu'après le coup dur de 2011, la plupart des militants actifs comme moi, souvent, c'était pas mal le même monde au PQ et au Bloc. Là. Alors, on a décidé de donner un peu plus de temps au Bloc québécois parce qu'on ne voulait pas que cette institution importante et fondamentale-là disparaisse. Donc, je me suis beaucoup plus impliqué là, après ces années-là. Particulièrement à partir de 2014, au moment où là, on était dans Berthier-Masquinongé et c'est ça. Donc, il fallait remonter la structure. Puis, il n'y avait pas de candidat non plus en place. À ce moment-là, j'ai fait, bon, mais regarde, je vais y aller. Pourquoi pas? Et me voilà là. Au départ, pour la cause, bien sûr. Puis, à un moment donné, on se convainc nous-mêmes, puis on pense qu'on pourrait faire la job. Puis, donc, en 2015, vous avez tenté de déloger la députée sortante, Ruth Ellen Brosseau, du NPD, pour une première fois. Ouais. Ça n'a pas fonctionné du premier coup. Qu'est-ce que vous retenez de cette première campagne-là? Ça vous a aidé pour la deuxième? Vous avez oui, ça a aidé pour la deuxième. Puis, en fait, dans la première campagne, j'y allais, c'est sûr qu'on a toujours un petit espoir de gagner quand on fait une campagne électorale, mais j'y allais aussi pour représenter le parti, puis qu'on soit présent, puis tout de suite, en ne m'attendant pas nécessairement à gagner.
Mais à force de faire campagne puis convaincre les gens, on se convainc nous-mêmes, hein, Bon. comme je vous disais tantôt. Fait que, oui, c'était une belle expérience, mais tu sais, en même temps, c'est un peu normal de ne pas rentrer la première fois. En tout cas, il y a des gens qui sont plus chanceux que moi, mais c'est des territoires qui sont tellement grands. Oui. Vous savez que la superficie de la circonscription, c'est immense. Ça fait Ouais. qu'il y a une partie de la Naudière où j'étais plus connu, même, je dirais, la Naudière Nord, Bon, dans le coin de Saint-Félix, tout ça, mais toute la partie du sud et toute la partie Mauricie. ouais. Les gens ne m'avaient jamais vu. Fait que Ouais. tu fais une campagne pendant quelques mois, c'est ça que j'avais commencé dans l'année précédente. Mais il faut se donner le temps de... Puis j'ai toujours eu l'impression, ça a toujours été dans mon idée de le faire au moins 2 fois, Ouais. pour le faire comme il faut. Puis on Mme enseigne... Brosseau avait quand même une certaine notoriété. Elle avait été Oui, beaucoup couverte les par gens, les gens ont apprécié. les médias nationaux. Et puis, Oui, il y avait une couverture médiatique, je te important. dirais, un petit peu même surprenante parfois, là, parce que c'était en campagne électorale, je vous dirais, c'est pas tout le temps évident, là, la part des choses par rapport aux autres candidats, là, même les candidates libérales et conservatrices m'en ont parlé dans la dernière campagne, à un moment donné, là, tu sais, c'était comme... Mais ça, il faut faire abstraction de ça, c'est pas dans notre contrôle. Nous, notre travail, c'est de convaincre les gens. Puis quand vous avez dit tantôt, je vous ai essayé de déloger Mme Brosseau, c'était pas tant de déloger Mme Brosseau que de donner un député du Bloc québécois. de plus. Tu sais, moi, je disais toujours en entrevue, puis ça m'a été posé souvent comme question, puis je disais toujours, moi, je me présente contre personne, je me présente pour le Québec. Puis pour servir, puis je pense que la voix du Québec, en défendant les intérêts, exclusivement des intérêts du Québec, puis en faisant la promotion de l'indépendance, je pense que ça, on a besoin de ça dans le système fédératif dans lequel on est aujourd'hui. Mais entre la première tentative et la deuxième de vous faire élire député, il y a eu tout l'épisode avec Martine Ouellette à la chefferie du Bloc québécois. Oui. Et lorsque elle est partie, là, vous avez été nommé président du parti, je crois. Oui. En fait, avant même, il y a eu la présidence régionale au Parti québécois dans la Naudière. OK. Qui venait de se libérer. Puis après l'élection, ben, plutôt que de rester inactif puis déprimé, je dit, on va se garder actif. Fait que j'ai occupé ça pendant un peu plus d'1 an. Puis après ça, ben, je voulais me consacrer vraiment à Berthier-Masquinongé. J'avais pris la présidence de la circonscription, puis je voulais reconstruire ça tranquillement pour me représenter en 2015. Puis là, comme vous l'avez mentionné, était devenue la crise de leadership. Là. À ce moment-là, c'était pas prévu dans le plan de match du tout que je sois président de parti. On est venu vous chercher, des gens vous feriez un bon rassembleur. Ça a été circonstanciel, en fait, parce que quand tu vois ton institution qui est menacée, parce qu'on disparaissait, là, faut pas se le cacher. Là, il y avait 7 députés sur 10 qui avaient quitté. Il n'y avait plus aucune cohérence. Ça ne fonctionnait pas. Fait que nous, on pensait que... On était un groupe de militants qui pensaient que Mme Ouellette devait quitter pour qu'on puisse réunifier les troupes. Fait qu'on s'est organisé pour ça. Là, c'est là que j'ai comme mobilisé avec quelques autres militants la majorité de circonscriptions au Québec. On a appelé ça la Coalition pour l'unité indépendantiste du Bloc québécois. On a rassemblé jusqu'à 42 circonscriptions sur les 60 à peu près qui étaient organisées. Et là, on a réussi là, à replacer les choses. Puis à la suite de ça, bien là, c'est ça. À la suite de ça, les gens ont dit, bien, ils gardent le travail que tu as fait au niveau de la coalition. Tout ça, on a besoin de toi à la présidence. Puis ça a permis, en fait, je suis devenu président le 18 août. Et le 17 septembre, donc à 1 mois plus tard, presque jour pour jour, on tenait une conférence de presse à Ottawa qui annonçait la réunification du caucus du Bloc. À partir de là, tout était possible. C'était quand même une tâche colossale, sachant que Mme Ouellette, plusieurs analystes ont écrit qu'elle avait fait beaucoup de dommages à la crédibilité du Bloc québécois. Oui. Ben, à rebours comme ça, je ne veux pas nécessairement mettre ça sur une personne ou sur une autre. Puis c'est comme ça qu'on a réglé la crise, d'ailleurs, en n'essayant pas de mettre des torts ou ainsi de suite. Mais l'important, c'était de se rassembler. Ouais. Puis à partir du moment où les 10 députés ont été réunis, vous savez, quand j'ai pris la présidence, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que j'étais fou, que j'allais brûler mon nom. Mais j'étais prêt à accepter ça. Ça ne me dérangeait pas parce que l'institution du Bloc québécois est essentielle pour l'avenir du Québec. Fait que j'y allais comme ça. Et à partir du moment où on a été réunis, bien là, tout était devenu possible. Puis là, on a réussi à convaincre Yves-François Blanchet de se joindre à nous. Et ça, c'est vraiment l'élément déclencheur. C'est une progression. On a fait du travail en amont. C'est clair que si ce gars-là venait pas, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Mais vous avez rapidement su qu'avec M. Blanchet, ça serait possible de faire bouger sensiblement les intentions de vote pour le Bloc? Bien, on a eu des discussions à partir de l'automne. Puis, c'est un gars brillant.
articulé, on le sait maintenant, mais à l'époque, les gens le savaient peut-être un peu moins, mais il était quand même présent dans les médias. Et c'est un gars qui inspire confiance, qui m'a inspiré confiance rapidement. Ouais. Ça a cliqué rapidement. Alors, je suis quand même assez près. Je suis quand même assez près. Je ne connaissais pas avant. Non. On s'est connus là, mais c'est des belles circonstances pour se connaître. Hein? Ouais. Quand on remonte quelque chose, une organisation qui est à peu près à zéro, là. Il me restait 2 employés au mois d'août, quand je suis devenu président, puis j'avais de l'argent pour les payer 1 mois et demi. Là. Il n'y avait pas beaucoup de dons. Là. On a réorganisé nos trucs avec l'arrivée, avec l'annonce de la candidature des François. On a fait le meilleur mois de décembre de l'histoire au niveau du financement, le meilleur mois de décembre de l'histoire du parti. À partir de là, on était sur les rails de nouveau. Et là, il s'agissait de faire une campagne intelligente, sympathique, drôle, pas agressante. Ouais. C'est ce qu'on a réussi à faire. Puis c'est ce qu'on essaie encore de faire aujourd'hui à Ottawa. Hein. Le mot est encore le même. On doit s'amuser là-dedans. Puis notre tâche première, c'est de représenter les Québécoises, les Québécois, puis de défendre leurs intérêts. Dans votre campagne, vous avez mis beaucoup d'importance à l'opposition que vous avez fait au couloir énergétique de Andrew Scheer. Oui. Ça a été quelque chose qui a aidé peut-être signifiant pour les gens ici au Québec, un thème rassembleur. Je ne sais pas à quel point ça nous a aidé, nous, ou si ça a nuit aux conservateurs. Okay. Parce que, dans le fond, quand ça fait un, ça fait l'autre. Là. Mais c'est clair que les gens ne veulent pas de ça. Là. On a fait le débat en 2015. Ouais. Si vous vous souvenez, en 2015 même, on avait des panneaux thématiques avec un oléoduc dessus. Là. Pour nous, on avait vraiment insisté là-dessus. On était les seuls à l'époque qui avaient une position claire. Après 2015, le consensus s'est raffermi. On a gagné. En fait, on a gagné. C'est un peu prétentieux. C'est pas moi. C'est la population du Québec qui a gagné avec le comité de vigilance hydrocarbures. Puis cette question-là, elle est réglée au Québec. Les gens ne veulent pas voir ça. Et à quel moment vous avez vu dans la campagne, vous avez commencé à croire qu'il était possible d'aller chercher au-delà de 30 comtés pour le Bloc? En fait, l'objectif du président du parti, parce que j'étais président, c'était 12. Ouais. 12 était le chiffre magique. Ça, c'était au début de la campagne. Oui. 12, ça a toujours été... 12, c'est un parti reconnu. Il fallait redonner, parce que depuis 2011, c'est long, 8 ans, en n'étant pas un parti reconnu. Ouais. Quand tu n'es pas un parti reconnu, tu as une question par député par semaine. Puis tu n'as pas de budget. Fait que les gars, les filles devaient prendre des parties de leur budget de circonscription pour se payer des adjoints à Ottawa. C'était très complexe. Là. Ça réduisait beaucoup les moyens d'action. Fait que ça, c'était la base. Yves-François et moi, on avait discuté, on s'était dit 20-25. Bien, moi, à 12, j'étais content. Ouais. Puis là, évidemment, avec l'enthousiasme de la campagne, il y a beaucoup de journalistes qui ont essayé de nous faire augmenter les enchères, de demander c'est quoi, on est toujours tenu à 20-25. On dit, moi, à 20-25, on va être content. C'était 4-32, c'est un super score. Est-ce qu'on aurait pu faire plus? Peut-être, mais tu sais, on aurait pu faire moins aussi. Fait que c'est extraordinaire. On est très, 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 très content. Et après l'élection, votre chef a constitué son cabinet fantôme, vous a confié le rôle de porte-parole en matière d'agriculture, agroalimentaire, gestion de l'offre. C'est un mandat qui vous convient bien? Absolument. En fait, s'il m'avait demandé, Yves, qu'est-ce que tu veux? C'est ce que je lui aurais dit. J'ai l'impression qu'il le savait, c'est pour ça qu'il me l'a donné. Mais je n'ai pas demandé. Mais c'est un beau cadeau. C'est vraiment un grand privilège parce que, premièrement, Berthier-Maskinongé, on est très agricole. Ouais. On baigne dedans. Moi, je baigne dans à Sainte-Terre, on était sur une ferme. Puis mon ex-conjointe a travaillé longtemps à l'Union des producteurs agricoles. J'ai beaucoup de liens avec le monde agricole et c'est un milieu qui me passionne. C'est des gens qui travaillent tellement fort pour nous nourrir puis qui sont... En tout cas, moi, généralement, je trouve qu'ils sont sous-estimés, pas suffisamment valorisés, et c'est la base de notre société. Ouais. On va souvent dire, c'est la base, c'est eux qui nous nourrissent, et ainsi de suite, mais ça va plus loin que ça. C'est plus que nous nourrir, c'est de l'occupation dynamique du territoire, c'est la vitalité des villages, c'est l'importance que ça a, c'est incroyable. Fait que c'est un grand privilège, c'est un honneur, en fait, pour moi, de travailler pour ces gens-là. La charge est grande, par contre. Hein? Mm-hmm. Puis vous savez que les défis sont nombreux. Il y a beaucoup, ça a commencé, d'ailleurs... Je venais d'être nommé, puis on est tombé dans la crise du propane. Là. J'ai trouvé que ça partait raide un peu. Là. Ça faisait une semaine, je crois, que j'avais été nommé. Donc, les contacts n'étaient pas nécessairement établis partout encore. Il a fallu qu'on pédale vite. Là. Mais c'est un beau privilège. Je suis très content de ça. Là. Outre la crise du propane que vous avez évoquée, là, un des
dossier assez important avec ce rôle-là, c'est les compensations pour les gens sous gestion de l'offre à la suite de la signature d'accords de libre-échange, notamment avec les États-Unis. Oui. Dans le discours du trône, il était question, entre autres, des producteurs laitiers, mais il y a certains autres dont il n'y en est pas question du tout. Là, pour en fait, il y en est question. C'est juste que les ententes ne sont pas établies avec Québecor. Ça, c'est pas, je dirais même que c'est pas mal, ça devrait se faire. Là. Sauf qu'il faut que les négociations se terminent. Ouais. Il faut fixer, entre autres, avec les transformateurs laitiers. Il y a toute la production, des producteurs de fromage avec l'entente avec l'Europe. C'est pas finalisé non plus. Il y a une question qui est névralgique, fondamentale, puis très peu connue des gens, c'est la distribution des quotas d'importation. Ouais. On a donné ça on a donné 45 aux distributeurs, 55 aux fabricants. On pense qu'il faut que ça soit augmenté rapidement. Parce que là, il y a un effet pervers où les détaillants importent du fromage qui se fait déjà ici, mettons du cheddar d'Europe, puis ils le vendent moins cher. Là, ça écarte les produits des tablettes du Québec. Si on augmente le pourcentage des transformateurs laitiers, bien eux, évidemment, ils ne vont pas se vampiriser, donc ils ne vont pas remplacer leurs produits qui sont déjà sur les tablettes. Donc, ils vont déjà, le consommateur sera gagnant parce qu'ils vont importer des produits plus complémentaires. Et la société québécoise au complet sera gagnante parce que les produits, les fromagers du Québec seront encore sur les tablettes. Donc ça, c'est des enjeux. On a beaucoup d'enjeux très importants au niveau de ça. Mais puis, pour ce qui est Oui, allez-y. Moi, je ne veux pas... Si vous avez complété ce point-là. Allez-y. Bon. Mais pour ce qui est de la production de poulet, dindons, les œufs, tout ça, qu'est-ce que l'intention gouvernementale? Il faut qu'il y ait des ententes avec les fédérations. Ça, c'est pas fait encore. Okay. Mais les intentions, moi, je crois que les intentions, elles sont là. Elles sont là, OK. Elles sont là. Mais c'est pas béton. Donc, il faut continuer à travailler ça. Il faut insister, il faut travailler le dossier. Mais c'est supposé de se faire. Il y a des engagements fermes qui ont été pris pour ça. OK. Mais c'est pas chiffré. Fait qu'il faut chiffrer. C'est ça, c'est les dossiers qui sont complexes. Là. Puis il faut que les oppositions talonnent le gouvernement là-dessus. Il faut que ça se fasse rapidement. Puis après ça, au-delà de ça, nos producteurs agricoles, là, ils ne veulent pas de compensation. Oui. Là, ils veulent, parce qu'ils n'ont pas le choix, là, c'est des dommages importants, c'est plus d'un mois de salaire, et ainsi de suite, puisque c'est déjà cédé. Mais dans l'avenir, là, ce qu'ils veulent, c'est travailler fièrement. Et pour leur permettre de continuer à faire ça, il faut protéger notre système de gestion de l'offre. Ça, on veut agir là-dessus aussi. Est-ce que dans le contexte du gouvernement minoritaire, moi, je pense que c'est possible. Et on va la faire, la lutte, on va la faire, le travail. Est-ce que, par exemple, vous pourriez présenter un projet de loi disant, à l'avenir, toute négociation concernant des ententes commerciales avec d'autres pays, ça devrait être exclu d'emblée de toucher davantage à la gestion de l'offre? Écoutez, là, je suis un peu embêté parce que j'ai commencé à travailler là-dessus. Oui. J'ai quelque chose de rédigé déjà. Oui. Et à partir du moment où ça a été rédigé par les services de la Chambre des communes, le projet de loi appartient à la Chambre des communes. OK. Donc, je ne peux pas le commenter. Non. À l'extérieur, ça serait comme un outrage au Parlement. C'est un peu complexe, mais on en a parlé pendant toute la campagne électorale. Oui. Puis vous venez d'en faire un bon résumé. Là. C'est sûr que l'idée de base, elle est là. Elle est là, d'accord. Mais je ne veux pas trop m'étendre, vous comprenez pourquoi. Là, parce que là, mais oui, on travaille. Une autre question qui semble vous préoccuper beaucoup, c'est l'impact des changements climatiques sur la pratique, sur les revenus, Absolument. sur la vie des agriculteurs. Absolument. Dans ce sens-là, est-ce que vous allez travailler à demander au gouvernement canadien d'augmenter ses cibles de réduction de gaz à effet de serre, de mettre davantage de moyens en place pour atteindre les cibles? Ça aussi, on veut le faire par force de loi. Oui. Parce que c'est bien beau se rendre à Paris, puis faire un beau show, puis dire « Canada is back », puis on va signer, puis 3-4 ans après, on dit, bien finalement, on n'y arrivera pas. C'est trop facile actuellement de pas remplir. Donc oui, il faut augmenter les cibles, puis les fixer, puis obliger le gouvernement à les atteindre par force de loi. Mais au-delà de ça, il faut soutenir notre agriculture parce que les changements sont déjà là. On n'a qu'à penser aux inondations de 2017-2019. Il y a des terres qui peuvent pratiquement plus être semées. Ouais. Puis là, on dit, là, il va falloir que vous reculiez plus tard. Mais c'est beau, reculer plus loin des cours d'eau, c'est parfait. Il y a toutes sortes de théories qui circulent, là, entre autres quelque chose de bien intéressant qui s'appelle l'espace vital du cours d'eau. Donc, laisser au cours d'eau de sa zone tampon, puis c'est beau, mais ce qu'on va amputer comme production agricole, c'est parce que
historiquement, puis c'est quelque chose qu'il faut arriver à changer. La société veut des changements. On dit, mettons, OK, on veut plus de bien-être animal. On veut... C'est tout correct. On n'est pas en opposition avec rien. Mais qui paye au bout de la ligne pour ça? C'est tout le temps le producteur agricole. Ouais. Donc là, si on lui dit, tu as une bande de terre que tu ne cultives plus, bien, c'est lui qui perd. Donc ça, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des compensations pour ça, là. Il faut qu'il y ait une compensation ou une autre formule, mais il faut que ce soit la société qui... C'est la société qui fait le choix. Puis c'est correct. Bien, il faut que ce soit la société qui en absorbe Est-ce qu'il faut aussi... les coûts. Est-ce qu'il faut qu'il y ait non seulement peut-être des incitatifs financiers pour les producteurs à ne pas semer, récolter trop près des cours d'eau, mais des mesures pour vraiment aller vérifier, aller voir. Je discutais récemment avec une productrice agricole qui me disait mes voisins, ils continuent de... Ils vont pareil. Jusqu'au bord, puis après ça, bien, il y a de l'écoulement dans la rivière, puis des sédiments qui vont dans la rivière, puis une pollution de l'eau. Effectivement. S'il n'y a personne qui va vérifier... Il faut qu'il y ait un contrôle, il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Oui. C'est ça qui arrive. Il faut que ce soit équitable pour tout le monde, mais il faut... L'idée de base que je voulais formuler, c'est qu'il faut absorber le coût collectivement de ça. Oui. Je pense que c'est correct, tu sais, d'absorber le coût collectivement. D'autres choses que vous voulez ajouter sur le dossier de l'agriculture avant qu'on passe à un autre dossier? Il y a tellement à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour la relève agricole. Oui. Tout le système de stabilisation des revenus, c'est à revoir en profondeur. Dans la plupart des productions, au niveau des conflits internationaux, des tensions, comme par exemple qu'on a eu avec la Chine. Oui. Le coût que ça a été pour les producteurs de porc, pour les producteurs de canola. Là, le porc s'est rétabli, mais il y a eu des pertes. Là. Oui. Puis le canola, c'est pas rétabli encore. Moi, on pense au Bloc qu'il faut créer un fonds de compensation permanent. Parce que là, c'est long, là. Ça nous prend 1 an, 2 ans, dire, ah bien finalement, on va vous compenser pour votre perte que vous avez eue il y a 2 ans. Puis c'est encore eux qui portent ça sur leur rein. Là. Alors que si on a un fonds de compensation qu'on peut utiliser ponctuellement, parce que des crises, c'est plate. Je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Mais une crise diplomatique, il va en avoir d'autres. Tu auras le plus habile des premiers ministres à la tête du Canada. C'est peut-être pas ça qu'on a eu la dernière année. En tout cas, pas dans cette crise-là. Mais il va en avoir d'autres. Donc, il faut s'équiper. Non seulement il faut réagir aux événements imprévus qui surviennent, mais il faut s'équiper pour faire face aux situations dans le futur de façon plus rapide. Ça, est-ce que vous avez des discussions à ce sujet-là, de la mise sur pied d'un tel fonds de compensation avec les libéraux? On en a parlé déjà. Là, voyez-vous, je rencontre la ministre Bibeau dans les prochaines semaines. Ça va faire partie de ma liste d'épicerie, clairement. On a eu un premier contact, mais c'était très rapide. Mais je pense qu'on va avoir une belle collaboration. Dans le cadre d'un gouvernement minoritaire, il y a peut-être moyen de faire avancer ça. Il y a un cadre de gouvernement minoritaire, puis tu sais, on s'est souvent présenté dans les médias, la politique, comme ils essaient de tirer la couverte de leur bord pour avoir le mérite, tout ça. Nous, au Bloc, on a dit, on s'en va à Ottawa. Oui, on défend les intérêts du Québec, mais on veut faire progresser les dossiers. On va travailler de façon non partisane. La plupart du temps, ce qu'on veut, c'est travailler pour notre monde. Puis la période électorale, là, elle est finie. Moi, c'est le message que je lance à mon homologue libéral et à tous les gens des autres partis. Il faut collaborer, il faut faire avancer les choses pour que les choses bougent. Puis un gouvernement minoritaire, ils ont eu des belles réalisations en gouvernement minoritaire. C'est possible. Les gens pensent que le gouvernement est gelé, puis en fait, c'est plutôt le contraire. C'est là qu'on peut faire des changements les plus importants. Parlons maintenant de la couverture Internet et cellulaire sur le territoire. C'est une priorité pour vous, ça aussi? Absolument. On a commencé déjà, je ne sais pas si vous avez vu avant Noël, on a eu une rencontre dans la MRC de Masquinongé. Il y a des problématiques en Matawini aussi. Il y a eu des rencontres avec Bell. Là, je pense qu'il y a eu une belle collaboration. Je pense que là, ça va débloquer. Ça va quand même assez bien. L'objectif, c'est que dans l'année 2020, tous les citoyens de Berthier-Masquinongé aient accès à l'Internet haute vitesse. Vous allez peut-être me trouver ambitieux, mais c'est ça le but. Pour le moment, il y en a encore plusieurs là, qui sont pas ouverts. Ben oui. Moi, personnellement, je suis fourni par micro-ondes, là, actuellement. Je n'ai pas la fibre. C'est pas pire, mais si tout le monde peut avoir la fibre. Alors, parlons maintenant un peu là, de l'état du nationalisme québécois. On le sait, le Bloc québécois, au-delà de la défense des intérêts du Québec, c'est d'abord un parti qui a été mis sur pied pour faire la promotion de la souveraineté du Québec. Votre lecture, là, en quel état est le nationalisme québécois là, au sens large, d'abord, en ce moment? Là? Bien, je vais peut-être vous surprendre, mais je veux dire, il va mieux qu'il allait. Il va mieux qu'il allait parce qu'on est sorti de 15 ans de gouvernement libéral à Québec
il y a eu une intermède là, de 18 mois péquiste. C'est pas assez long pour que ça change la donne ou le rythme ou l'impression générale. Mais on a eu une quinzaine d'années là, où on avait un premier ministre du Québec qui ne demandait rien, puis qui s'écrasait, puis ayant peur de se faire dire non, qui se couchait à terre avant de demander quelque chose. T'sais. Fait qu'on n'a pas la fierté, puis la progression, puis le contrôle de notre développement économique, on n'a pas progressé. Là, c'est sûr que M. Legault, il manque un petit bout indépendantiste, à mon avis. Là. D'ailleurs, je connais bien François. Hein? On s'était connus dans le temps au PQ. Okay. J'ai mentionné ça, il m'a trouvé bien drôle. Mais ça fait du bien quand même, parce qu'on a l'impression qu'on a un premier ministre qui parle pour nous autres. Ça faisait longtemps. T'sais. Puis ça, je vous dis ça, c'est mon impression, mais c'est aussi l'impression que je sens là, dans la population en général. Et ça, bien, ça a un effet positif pour nous au Bloc, c'est clair, parce que quand le Québec formule des demandes, là, on se rend compte, c'est quoi la Fédération canadienne? C'est un système qui est barré, d'ailleurs, nous, on n'a jamais accepté, on sait tout ça, puis où on ne peut pas exercer notre pleine couleur, On est une nation différente. C'est pas une question de les Canadiens, ils sont méchants, puis ainsi de suite. C'est une nation différente. Ils ont des intérêts différents des nôtres. Puis on s'en rend particulièrement compte, hein? Puis je vous dirais, c'est un de mes chocs les plus importants en siégeant à Ottawa. Pourtant, je le savais avant. Moi, j'enseigne. En histoire, on enseigne le système parlementaire. Je le connais bien. Là. Mais d'être assis là, tu te rends compte vraiment, c'est le Parlement d'une nation qui n'est pas la nôtre. Là. Nous, on est là, on représente notre groupe pour faire la promotion de nos intérêts, mais l'intérêt général est souvent pas vers le Québec. Ça, on va le démontrer, on le démontre au quotidien. On va en parler encore. Donc, le Bloc est bien placé, selon vous, là, si je comprends bien, pour montrer les limites du fédéralisme canadien pour le Québec. Oui, mais on n'est pas là pour bloquer le système. On est là pour faire avancer les choses. Sauf qu'il n'y a rien qui nous empêche de nommer. T'sais, regarde, ça serait beaucoup plus simple si, à chaque fois. C'est ce qu'on... En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça, quand on parle de faire la pédagogie de l'indépendance. Donc, c'est un jeu d'équilibre, d'une part, de mettre en lumière les limites du système fédéral canadien pour le Québec, et en même temps, vous avez une responsabilité face aux électeurs de ne pas paralyser oui, c'est du pragmatisme, en fait. Oui. On a beau dire, là, je pourrais m'en aller là avec une pancarte puis crier « Vive le Québec libre », là, puis bloquer, voter contre tous les projets de loi. Est-ce que je travaille pour mon monde? Il faut travailler pour l'intérêt des gens de façon constructive, avec un objectif précis. On l'a encore, notre objectif. On va l'expliquer aux gens. C'est par petite dose aussi. C'est pas... par petite dose, il ne faut pas écœurer le monde, mais en même temps, il faut sensibiliser les gens. Et j'imagine que pour les députés bloquistes, c'est quand même parfois un équilibre difficile aussi pour rester en bon terme avec la frange nationaliste des électeurs caquistes, les péquistes, les souverainistes qui se retrouvent chez Québec solidaire, même les souverainistes qui étaient plus près d'Option nationale et qui, là, sont pas nécessairement toujours à l'aise avec qu'est-ce qui est défendu par Québec solidaire. Pour tenter de tranquillement paver la voie à un possible autre référendum, vous devez quand même essayer de rester près de tous ces gens-là, puis à l'écoute, les représenter. La beauté de notre rôle, c'est que nous, au fédéral, on est le seul parti indépendantiste. Ouais. Donc, on rassemble tous ces gens-là. Pour avoir été président national quand même pendant plus qu'un an, un an et demi, je suis bien conscient de ça. Puis dans mon exécutif national, j'avais des gens qui étaient d'allégeance de Québec solidaire, puis j'avais des gens qui étaient d'ailleurs... J'ai même des gens de la CAQ. Oui. Ça peut surprendre quelques personnes, mais il y avait des caquistes, là. Puis on travaille avec tout ce monde-là, puis c'est quand on travaille ensemble qu'on trouve nos points communs. C'est ça, un peu ça qu'on a fait quand on a rassemblé les forces du parti. Essayer de faire voir aux gens que oui, on a des divergences, c'est clair, mais il y a des points qui nous rassemblent. Est-ce qu'on ne peut pas se rassembler là-dessus puis aller plus loin? Dans ce sens-là, le travail du Oui Québec est bien pertinent aussi. Hein? Parlons maintenant plus directement de la région de Berthier. Oui.
Est-ce qu'il y a des dossiers relatifs à la région de Berthier là, qui seront au cœur de votre action en 2020? Bien, il y a une couple de trucs. C'est sûr que, mettons, à Berthier particulièrement, il y a l'érosion des berges, là, Berthier-les-Îles. Ça, c'est un dossier que je n'ai pas encore eu le temps de commencer à travailler, mais que je veux travailler. Là. Le mur de soutènement, Berthier particulièrement. On a le musée Jules Villeneuve qui a un projet d'agrandissement, je pense, qui est bien important pour la région. Ouais. Puis, tu sais, quand on a un joyau touristique, culturel comme ça, je pense qu'il faut le mettre en valeur. Fait que ça, c'est comme des projets... Ça, c'est un projet qui pourrait peut-être débloquer en 2020? Ben, je pense que oui. Il y avait un bon bout de... J'ai eu une première rencontre. Je pense qu'il y avait beaucoup de démarches qui ont été faites déjà dans le passé. Fait qu'il s'agit de pousser le dossier de façon adéquate auprès des bonnes personnes. Oui. On va y travailler. On va y travailler. À part ça, d'autres dossiers que vous m'avez parlé d'Internet, c'est sûr que c'est important. Ensuite, la main-d'œuvre, c'est difficile. Ça va retoucher encore le secteur agricole, mais ça n'affecte pas que le secteur agricole. Hein. Toute notre industrie touristique, il y a des restaurants qui ont réduit leurs heures d'ouverture face à ça, et ainsi de suite. Donc là, évidemment, il faut être inventif et innovateur. Il faut fouiller cette question-là, mais ça commence par faciliter l'accès des travailleurs étrangers. On parle du programme des travailleurs temporaires étrangers pour l'agriculture. Il y a beaucoup de paperasse. Un travailleur qui revient après X années doit passer à travers les mêmes contrôles. Est-ce qu'on ne pourrait pas faciliter ça, donner une espèce de carte Nexus, quelque chose comme ça? Est-ce qu'un producteur qui doit faire la preuve, puis c'est correct, l'intention de départ était correcte, de dire on va s'assurer qu'il n'y a pas des gens localement qui peuvent occuper ces emplois-là, donc vous devez fournir une étude de marché pour dire que vous avez fait des démarches. Mais est-ce qu'il devrait être obligatoire de les fournir à chaque année? Il y a un paquet de trucs comme ça. Puis là, je parle d'agriculture, mais je peux m'en aller dans le commerce, dans la restauration. Il y a beaucoup de gens de France, entre autres, qui veulent venir travailler au Québec. Il y a le programme d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont là, qui peuvent travailler. Essayons d'être inventifs. Ouais. À part les travailleurs étrangers, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être lieu de revoir certaines des règles à l'assurance-emploi pour que, par exemple, une personne qui reçoit de l'assurance-emploi puisse aller travailler comme travailleur agricole peut-être pendant la période des récoltes et que ça ne soit pas trop compliqué ensuite de revenir sur l'assurance-emploi. En ce moment, la façon que c'est organisé, peut-être que ça ne favorise pas beaucoup ça, puis que ça entraîne que les producteurs doivent aller chercher des gens à l'étranger. Vous mettez le doigt dans quelque chose de très gros, l'assurance-emploi, qui est de juridiction fédérale, mais en fait, c'est pas vrai, qui est fédérale, mais qui devrait être géré par Québec. Ouais. On aimerait ça rapatrier ça, gérer ça ici. C'est pas fait, ça. Non, c'est pas fait. Très, très loin d'être fait. Je vous parle d'avoir des objectifs à long terme. Oui. OK? Mais entre-temps, effectivement, apporter des modifications. Il y a tout l'aspect du trou noir de l'assurance-emploi aussi, avec les régions où il y a des travailleurs saisonniers. Est-ce qu'on va vider nos régions de ces travailleurs-là? Puis c'est l'argent qui est, j'allais dire volé, c'est le bon mot. L'argent qui est volé dans la Caisse d'assurance-emploi par les gouvernements du fédéral depuis les années 90, ça fait longtemps que ça roule. Hein? C'est des milliards et des milliards qui ont été pris là-dedans, alors que c'est un fonds d'assurance qui est cotisé par les travailleurs. Si tu dois payer, tu devrais y avoir droit. Et ça, par exemple, au niveau du NPD, est-ce qu'il y a d'autres moyens un peu de faire une coalition de gens? Absolument. Il y a un paquet de trucs. On va passer une loi pour dire un gouvernement, peu importe la couleur, pigé dans le fonds de l'assurance-emploi pour autre chose que pour indemniser des travailleurs sans emploi. C'est fini, ça? Absolument, absolument. Puis ça, il y a un paquet de trucs sur lesquels on peut s'entendre, particulièrement avec le NPD. Oui. On a parlé de gestion de l'offre tantôt. J'ai eu la réponse en chambre. M. Singh m'a assuré qu'elle allait appuyer nos projets. On peut collaborer. Là. Il y a des choses qui nous distinguent du nouveau Parti démocratique, qui est un parti fédéraliste centralisateur. Mais il y a des choses qui, au niveau progressiste et social, on se rejoint beaucoup. Là. Puis il y a moyen de travailler avec les libéraux aussi, souvent. Ouais. Puis pourquoi pas avec les conservateurs sur certains points. Moi, je pense que sur la gestion d'offres, il pourrait être avec nous autres. En tout cas, j'allais dire le chef, il n'est plus chef, là. Mais M. Scheer s'était déjà commis là-dessus publiquement dans la dernière course. J'imagine que la question va être soulevée de nouveau dans leur future course à la chefferie. Ça, il y a des collaborations. T'sais, pour revenir sur le manque de travailleurs, il y a des aménagements, un paquet d'aménagements qu'on peut faire aussi avec nos personnes âgées.
les retraités. Bien sûr. Est-ce qu'on ne peut pas leur permettre de travailler avant d'être imposés? J'ai un monsieur, là, je pense que c'était à la Norée, dans mon porte-à-porte, qui me dit hey, moi, j'aime ça travailler. Je vais y aller travailler. Ne serait-ce qu'à mi-temps. Ça ne me donne rien. Ouais. J'y vais, puis je leur paye un impôt. Ouais. Qui ont payé des impôts toute leur vie. On peut-tu être intelligent puis aller chercher l'expérience et la force de travail de ces gens-là? Et, écoute, quand on nomme toutes les choses à faire, il va falloir que je fasse beaucoup plus qu'un mandat. Peut-être un petit mot en terminant là, sur le programme des infrastructures. Il y a des fonds qui sont disponibles du fédéral pour aider à soit se doter de nouvelles infrastructures, soit réparer des infrastructures existantes. Comme député, vous pouvez aider à accélérer certains dossiers. Peut-être des dossiers, les gens disent oui, mais ça relève du ministère du Transport du Québec. Par exemple, réparer les 2 ponts là, qui sont aux 2 extrémités de Berthier. Mais si le fédéral, par le biais du programme des infrastructures, donne une bonne enveloppe pour aider à ça, ça pourrait accélérer le projet, là. C'est sûr que dit de même, ça paraît super bien. Mais vous êtes... Mais clairement, mais moi, je ne m'arrêterai pas au champ. Puis là, ça va faire drôle, parce qu'au Bloc, on dit tout le temps respecter les champs de compétences du Québec, ainsi de suite. Mais je trouve que une fois que tu es élu, ton devoir, c'est de travailler en collaboration avec les autres élus. Que ce soit les maires ou que ce soit les députés du Québec. Et dans le respect des champs de compétences de chacun, moi, je pense qu'on peut se parler et on peut collaborer ensemble. Fait que même si c'est pas cette juridiction du Québec, bien sûr que si je peux donner un coup de main, je vais donner un coup de main, puis ça va me faire vraiment plaisir. Puis il y a des aménagements aussi qu'on pourrait faire dans ce programme d'infrastructure-là. J'ai plusieurs maires de municipalités qui m'ont parlé de problématiques au niveau que, entre autres, les bâtiments ne sont pas couverts. Ouais. Puis des fois, bien, les bouts de rue, les bouts d'égout, là, sont toutes faites au village. Puis là, ce que j'ai de besoin, c'est une caserne de pompiers. Puis, je suis pas capable. Tu sais, c'est le fonctionnaire d'en haut qui dit « Voici le programme, rentre dans une petite case. » Est-ce qu'on peut adapter aux besoins locaux? Fait que ça serait quelque chose de bien. Et permettre les travaux en régie. Donc, vous allez peut-être proposer des les travaux en régie, ça va être dur à faire passer. Mais moi, je vais l'essayer pareil. Parce que les municipalités qui sont capables de faire eux-mêmes les travaux, là, ça va coûter la moitié du prix. Pourquoi? Parce que c'est pour un gouvernement. Les soumissions sont 3-4 fois plus grosses. Dans la vraie vie, c'est ça qui se passe, là. Vérifiez comment ça coûte. Remplacer une porte de bâtiment public, une école. Remplacer une porte dans une école, puis remplacer une porte dans la maison chez vous. Vous allez être estomaqué par la différence de prix. Il n'y a pas de raison. C'est un exemple un peu à côté que je donne pour dire, mais entre autres, à Saint-Alexis-des-Monts, les gens m'ont parlé de ça, ils sont capables de faire les travaux eux-mêmes, mais ils n'ont pas le droit. On sauverait des sous. Ils ont le droit, mais ça ne serait pas couvert par la subvention. Bien, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, on peut-tu donner des moyens d'action? Donc, vous allez proposer de revoir certaines dispositions du programme des infrastructures? Pourquoi pas? Oui. C'est quelque chose que les gens peuvent s'attendre là, que vous allez vraiment être actif sur ce on va fouiller la question. On va fouiller la question. On a beaucoup de choses à faire. Est-ce que ça va être dans 2020, dans 2021? En tout cas, pourquoi pas? En même temps, il faut se donner plusieurs objectifs. C'est sûr que là, si on regarde cette entrevue-là dans un an, vous allez dire, bien ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Peut-être, mais on va avoir eu des démarches qui vont avoir été faites. Puis c'est ça qui est important. On est là pour travailler. J'espère qu'on travailler pour notre monde. J'espère qu'on aura la chance de vous recevoir en studio avant janvier prochain. Ben oui, on va revenir souvent. Ça me fait penser, entre autres, quand on parle de grand délai, là, hier, on a eu une rencontre. C'est plus dans la Mauricie, là, mais avec les gens de la pyrotite, le comité des victimes. Là. Ça fait 10 ans que ça dure. Puis là, la journaliste à Trois-Rivières ce matin me disait, mais M. Perron, vous allez faire quoi de plus que les députés qui étaient là depuis 10 ans? Je vais bûcher puis je vais essayer. Il faut les pousser, nos dossiers. Là. Et ça aussi, c'est une situation qui n'a pas de bon sens, la pyrotite. Là. Ça prend de l'argent là rapidement, puis redonner une vie qui a de l'allure à ces gens-là. Là. Donc, il faut être tenace comme député. Il faut être tenace, puis il ne faut pas s'arrêter aux premiers obstacles. Vous savez, si je m'étais dit, c'est trop gros la présidence du Bloc il y a 1 an et demi, ben je ne sais pas où je serais où aujourd'hui. Faut quand tu essayes, que tu sais si ça fonctionne. Puis des fois, comme en 2015, ça ne fonctionne pas la première fois. Il faut persévérer. On enseigne la persévérance à nos élèves dans les écoles. Il faut donner l'exemple.
Bon, bien, merci beaucoup, M. Perron. Puis, Ça fait bien plaisir. Au plaisir de vous recevoir à nouveau en studio. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci.